Guérir de la blessure d'abandon, dépasser ses peurs pour renaître soi-même, de Sylvie Tannenbaum. Préface. Il est 19h30, je reçois Joseph. À 75 ans, son visage sévère, austère et fermé porte le masque de son profond désarroi. Il se tient très droit sur le fauteuil, les deux mains jointes sur ses genoux. Je l'observe. Des vêtements négligés, le bas du pantalon effiloché, des ongles mal entretenus et sales, ses cheveux gras. Des signes de dépression. Sa voix légèrement éraillée et grave. Il me regarde furtivement avant de répéter en boucle comme un disque rayé. Je suis seule. Ses yeux fixent le mur derrière moi, perdu dans une histoire douloureuse. Finalement, j'ai toujours été seule, malgré 3 mariages. Mes épouses m'ont quittée, comme celle, rare, qui n'était que de brèves aventures. Aujourd'hui, j'ai une compagne, Elisabeth, mais ça ne fonctionne pas comme je l'avais espéré. Quant à mes 5 enfants, ils m'ignorent. Je dois constamment les relancer pour avoir de leurs nouvelles. Je n'ai aucun ami. Pourtant, je me suis toujours dévouée aux autres. Je suis gentille avec tout le monde. Trop à mon goût. Mais je ne reçois rien. Aucune reconnaissance pour tout ce que je fais. Et fais encore pour eux. Je cherche désespérément le sens de ma vie. Il ponctue chaque phrase d'un rapide sourire qui n'en est pas un. Une grimace. Son regard est noyé. Puis le son de sa voix se met à monter. Il devient nasillard, ce n'est plus la tristesse qui domine mais la colère. Il ne tarit plus de reproches, de critiques sur tout le monde. Personne ne m'écoute, personne ne me comprend. J'ai fait plusieurs thérapies mais un seul thérapeute a su vraiment m'entendre. Il me plaignait, malheureusement il est décédé, et je me suis retrouvée seule une fois de plus. Puis il me raconte son histoire. Joseph, 75 ans. Joseph souffre d'une grande blessure d'abandon encore béante. Il est né au Liban, mais ses parents francophones sont considérés comme apatrides, la famille de chacun ayant émigré depuis 2 générations d'un autre pays du bassin méditerranéen. Très jeune, il se sent obligé d'être l'enfant parfait, sage et obéissant. Son frère aîné, Samuel, de 12 ans plus âgé, a toujours été insupportable, aux portes de la petite délinquance, bien qu'adulé par sa mère. Il me semble important de préciser que Joseph fut conçu sur prescription médicale. Sa mère dépressive avait consulté un médecin qui lui avait conseillé d'avoir un 2e enfant pour guérir. On peut alors se demander si Joseph était vraiment désiré, lui qui a été utilisé comme remède à la dépression de sa mère. Joseph se doit alors d'être un enfant docile et soumis, et s'acquitte fort bien de cette tâche. Je me souviens que ma mère me parlait toujours que son fils aîné, Samuel, alors que nous étions 2 frères, mais il n'y en avait que pour lui, qui pourtant était plus connu pour ses bêtises que pour sa sagesse. Alors que moi je n'avais qu'un souci en tête, obéir, faire plaisir à mes parents, me conformer à tous leurs désirs, sans reconnaître les miens. À 6 ans et demi, ses parents le mettent dans une pension tenue par des religieux. Ils lui ont expliqué. On ne veut pas que tu deviennes comme ton frère, qui nous déçoit beaucoup. En t'emmenant ici, tu ne risques pas de suivre son chemin. Lorsque Joseph raconte son arrivée dans cette pension, il manque de mots. Quand j'ai vu mes parents partir, je n'ai pu que gémir en disant « Oh, oh, oh ». Il reste jusqu'au bac dans cette pension, totalement coupé des réalités du monde, de la vie. Il s'y ennuie, s'isole. Les visites n'ont lieu que le dimanche, 1 heure seulement. Sans être des tortionnaires, les frères n'étaient pas tendres, raconte Joseph. Ils étaient aussi sévères qu'exigeants. Et moi, je ne travaillais pas, je ne pouvais pas. Je ne pensais qu'à mes parents. Joseph poursuit son récit. Encore une séparation avec ses parents, désirée cette fois, car il tenait absolument à vivre en France. Son frère, parisien depuis plusieurs années, ne s'est pas vraiment donné la peine de l'accueillir, le laissant se débrouiller seul. Joseph est alors pris en charge par une association qui l'incite à passer son BAFA pour qu'il puisse travailler pendant les vacances scolaires. Mais ses études sont pénibles. Il ne sait pas, dit-il, comment apprendre, et il doit s'acharner 3 ans de suite pour réussir à passer en 2e année de formation en électronique. C'est à la fin de ses études qu'il pense à sa fille sentimentale. Le mode d'emploi de la vie donnée par ses parents était simple. Dans l'ordre, faire des études, travailler, se marier et avoir des enfants. Il a donc rencontré sa première épouse grâce à une petite annonce dans le Chasseur français. Ils ont eu 4 enfants avant de divorcer. Il se remarie quelques années plus tard, mais cette union est très brève. Cette femme l'ayant très clairement, il le reconnaît volontiers, utilisée pour avoir un enfant. Une petite fille avec laquelle elle est partie vivre à près de 1000 km. Enfin, il se fait mettre le grappin dessus par une jeune femme. Il a alors 25 ans de plus qu'elle, qui avait besoin de se marier pour continuer à travailler en France. Pour elle, un homme c'est de l'argent, lui dira-t-elle plus tard.
Elle insiste pour qu'il épouse également sa religion et il se fait baptiser, car elle tient absolument à un mariage religieux. Il est prêt à tout pour ne pas vivre seul. Elle vit 15 ans avec lui, puis, sans prévenir, le quitte pour un autre, plus jeune et plus vivant. Lorsqu'il part du départ de cette dernière épouse qui avait l'âge d'être sa fille, il venait d'avoir 71 ans, il retrouve la même émotion qu'à son arrivée en pension. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu qu'il n'y avait plus son ordinateur sur la table du salon. J'ai très vite ouvert le grand placard de la chambre. Il manquait plus de la moitié de ses affaires. Oh. Encore, lorsqu'il apprend qu'Elisabeth, sa compagne actuelle, risque de mourir d'une grave maladie. Ils étaient tous les deux en voiture quand elle lui en a parlé. Joseph s'est alors accroché au volant, a courbé le dos et n'a pas trouvé de mots, dit-elle, au cours de leur thérapie de couple. Quand je demande à Joseph de raconter son plus beau souvenir d'enfance, les larmes lui viennent aux yeux. Un jour, c'était l'été. J'avais une 12aine d'années. J'étais sortie faire un tour avec quelques pièces de monnaie en poche. Sur mon chemin, un marchand ambulant vendait des pistaches. J'en ai acheté une grosse poignée et je les ai offertes à mes parents. Ils m'ont remercié en me disant que j'étais vraiment très gentille. J'en aurais pleuré de joie. J'avais fait plaisir à mes parents. Ils étaient contents de moi. C'est la première et unique fois, je crois, qu'ils m'ont fait un compliment. À l'évidence, les liens unissant Joseph à ses parents étaient empreints d'un sens du devoir aigu et de la peur de n'être pas aimé. C'est ainsi qu'il a appris à jouer un rôle. Son éducation très rigide, renforcée par celle des frères, a installé des attentes toujours insatisfaites, remplies d'illusions. Car quel enfant voudrait reconnaître la vérité sur l'incompétence de ses parents ? Joseph s'est appliqué à se masquer une réalité trop douloureuse, jusqu'à la dénier totalement. Comment aurait-il pu apprendre à s'aimer lui-même alors qu'il avait été abandonné pour son bien ? À l'âge adulte, il n'est encore qu'un enfant qui ne connaît rien de la vie, à part le mode d'emploi simpliste qu'on lui a donné. Malheureusement, aucune place n'était laissée à la curiosité, à la découverte du monde, à l'intuition, à la créativité, à la joie, au plaisir, à la détente ou au loisir, ce qui a empêché le développement normal du jeune homme, puis de l'homme qu'il est devenu. Sur aucun plan, il ne découvre qu'à 17 ans par hasard que le sexe des filles est différent de celui des garçons. Il a verrouillé ses émotions et s'est coupé de ses sensations physiques, de la sensualité. Confondant amour et besoin d'amour, après s'être marié 3 fois, il est donc fiancé depuis 2 ans avec Elisabeth lorsqu'il entre en thérapie. Il n'a tiré aucune leçon de ses précédentes relations, préférant un couple bancal à la solitude. Mais la colère ne l'a jamais quitté depuis son enfance, induisant des comportements manipulateurs et parfois rebelles, comme le fait de tromper sa première femme, la veille de son mariage. Ce dont il se dédouane en riant. C'est ce qu'on appelle, je crois, l'enterrement de vie de garçon, non ? Il n'a pas toujours été le garçon trop sage et trop gentil. Après chaque séparation, toujours victime de ses partenaires, forcément les seuls responsables. Or, ne s'aimant pas, il ne savait pas aimer. Joseph a 5 enfants et 3 petits-enfants. Il ne sait leur montrer son amour que par le biais de l'argent, tout en leur reprochant d'être intéressés. En contrepartie, il attend d'eux des marques d'affection, ce qui arrive rarement, voire pas du tout. Surtout de la part de sa fille aînée, qui refuse de le voir depuis plusieurs années. L'un de ses fils lui a un jour reproché « Tu n'as aucune intelligence relationnelle ». Il ne supporte ni leur silence, ni la rareté de leur visite, et se dit très déçu et blessé quand ils ne sont pas de son avis lors de leurs rares discussions. C'est un père qui se voudrait patriarche, mais qui ne paraît pas en avoir la carrure. Il déplore cette distance qui renforce sa blessure d'abandon, sans pour autant savoir entretenir et nourrir les liens. Il n'invite jamais ses enfants ni ses petits-enfants chez lui, ne leur offre que des objets qui l'encombrent, car il n'a aucune culture des cadeaux. Il ne sait ni en faire ni en recevoir, alors que ses enfants souffrent sûrement d'un sentiment d'abandon eux-mêmes, en particulier les 4 aînés qu'il a quittés lorsqu'ils étaient enfants, lors de son premier divorce. Nous rencontrerons souvent Joseph tout au long de ce livre, car sa vie rassemble tous les éléments de l'abandonnisme, une douleur psychique qui l'aura rongé toute sa vie. Parfois enfouie, tapie au plus profond de lui, mais toujours prête à ressurgir, conditionnant ses émotions, ses choix et ses comportements. Ni ses différentes thérapies, ni ses recherches, ésotérisme et voyages dans plusieurs religions, ne l'ont vraiment aidé, car l'essentiel n'a jamais été pris en compte, sa vie émotionnelle qu'il s'applique vigoureusement à éviter. Il nous accompagnera parfois avec sa compagne Elisabeth, parmi tant d'autres patients dont les douleurs morales ont en commun l'abandon et le sentiment d'abandon, jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin la paix avec leur histoire, avec eux-mêmes et avec la vie.
J'ai bien conscience que certaines descriptions pourront heurter certains des lecteurs, en particulier ceux qui souffrent d'abandonnisme, que j'appellerais les abandonnés. Je ne porte aucun jugement, je fais la description d'une réalité douloureuse, qu'ils soient persuadés de ma totale empathie à leur égard. Je suis désolée de n'avoir pu utiliser l'écriture inclusive, elle alourdit le récit et surtout complique trop la lecture. Je n'utilise donc que le masculin, alors que le livre concerne tout autant les hommes que les femmes. Introduction. Le paradis perdu. Et l'Éternel Dieu chassa Adam du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Le Pentateuque, Genèse 3. Vous avez tous vu des maisons ou des jardins à l'abandon. Nul ne les fait vivre, nul ne s'en occupe depuis si longtemps que la vie semble les avoir quittés, même si certains signes paraissent appeler des soins, une attention. Un châle effiloché, une fleur courageuse qui, persévérante, refleurit chaque année, ou un pommier qui persiste à offrir quelques fruits. Une forme de nostalgie peut alors vous étreindre et vous vous surprenez à imaginer le temps de leur splendeur, comme un paradis perdu. Cette émotion est ressentie par la cohorte des personnes qui ont été abandonnées, qui ont le sentiment de l'avoir été. On dit dans le jargon psy qu'elles sont abandonniques. L'abandonnisme est un ressenti chargé d'atteintes morales profondes dont la plupart remontent à la prime enfance, les négligences parentales, voire la maltraitance, les séparations douloureuses comme aussi l'indifférence des proches sont vécues comme une des formes d'abandon. Sans oublier ce qui est transmis dans les inconscients familiaux ou collectifs. Toutes ces blessures d'abandon, beaucoup plus fréquentes qu'on imagine, sont difficiles à cicatriser car elles impriment une immense souffrance. La blessure d'abandon peut s'ouvrir au cours de la vie in utero, durant les années d'enfance et d'adolescence ou à l'âge adulte. La vie amoureuse, lorsqu'elle est douloureuse, renvoie bien souvent à cette cassure. Or, le lien entre l'abandonnisme et les difficultés à vivre heureux est souvent méconnu. Les manifestations de l'abandonnisme sont multiples, toujours liées à la crainte de ne pas être aimé, comportement parfois incompréhensible pour l'entourage, grandes difficultés dans la vie relationnelle et professionnelle. La dépendance affective est toujours présente avec des attitudes oscillant entre une demande d'amour démesurée et une fréquente agressivité. Le manque d'estime de soi et de nombreuses somatisations, sans en connaître la cause, reflètent les tourments mal compris des abandonnés. Leur vie émotionnelle est sous le joug d'un immense sentiment de vide et de tristesse, de colère, de honte, de culpabilité, avec une véritable terreur de la solitude. L'abandonnisme génère la peur, rarement consciente d'un nouvel abandon. Quand les personnes souffrant d'une blessure d'abandon viennent en thérapie, elles peuvent, grâce à la parole, faire les prises de conscience nécessaires. Elles s'autorisent souvent pour la première fois à faire ressurgir l'entièreté de leur souffrance, parce que le thérapeute ne les juge pas. Elles sortent du refoulement et découvrent les rôles qu'elles jouent pour se faire aimer. Elles vont admettre qu'elles se sont placées dans une attitude de victime pour obtenir les marques d'amour et d'attention dont elles ont besoin comme d'une drogue. Le thérapeute devra progressivement leur apprendre à devenir responsables de leur vie, enfin apaisée. Sur le chemin de la thérapie, un travail parfois s'avère très nécessaire, bien que rarement évoqué. Se réhabiliter soi-même après avoir compris pourquoi des pensées et des émotions pénibles et si violentes dirigées contre soi et les autres se sont installées. Une psychothérapie appropriée, réparatrice, peut guérir les blessures d'abandon, car il est possible de trouver enfin la paix avec son histoire.